s'assied. C'est l'histoire de l'homme, c'est Pierrot, c'est Colombine. C'est Michel-Ange, puis c'est Lascaux, puis c'est Paris. C'est la lumière, n'en déplaise à la tyrannie. C'est un peu de nous qui est parti avec nos frères. Si vient l'obscur, nous avons la lumière. Puis il n'est rien de plus fort que le don de soi, que la main tendue vers celui qui vous combat. Je suis la France, puis nous sommes les enfants du libre. Ici ça fait longtemps qu'on brûle plus les livres des violences enfants de nos sociétés malades, de nos arbres sous les terreurs des fusillades. À Cabu, à Tignouz, à Chartres, à Wolinski, à tous les autres et puis aux fils de mon pays, à nos enfants misères qui savent même plus lire. Il est temps, mon pays, oui, de redevenir. Allez la terre, allez la France, allez mes frères, de tous les horizons, de toutes les frontières. Que jamais ne plie... Bonjour Patrick Pelot. Prenez le micro. Ouais, merci. Bonjour. Est-ce que les pantoufles ont été majoritaires après Charlie par rapport à cette phrase? Non, cette phrase est magnifique et on est tous responsables et merci de m'accueillir ici et de vous mobiliser sur la laïcité parce que c'est un sujet vraiment présent et c'est quelque chose... la laïcité, c'est en fait quelque chose qu'on oublie de défendre et quand on s'en sert pas en fait. C'est-à-dire que d'un coup on risque d'avoir un souvenir amer de ce qu'est la laïcité si on laisse les communautarismes et les extrêmes religieuses reprendre la main sur la politique. Ça, j'en suis convaincu. Ce qui fait que je crois pas qu'on ait... c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens... Alors, il y a eu une mobilisation juste après Charlie avec une grande manifestation. Et il ne faut pas oublier que vous avez l'attentat de Charlie Hebdo, mais derrière, vous avez l'attentat contre l'hypercachère et donc un attentat antisémite. Donc, il y a vraiment ce lien étroit. Il ne faut pas oublier les uns. Puis après, vous avez toute la suite des attentats, dont le dernier à la préfecture de police de Paris, où il ne faut pas oublier que la dernière fois que vous avez eu des policiers tués à la préfecture de police de Paris, c'était à la libération de Paris. Ça marque, et ça a marqué la France. Et ce qui est intéressant, ça a été de voir le changement du discours du président de la République, Emmanuel Macron, qui, depuis son élection, faisait une espèce de grand écart pour ne jamais dire le mot islamiste et attentat. Vous pouvez reprendre tous ces discours à chaque fois, qui était plutôt dans un truc d'inclure l'islam encore plus dans la politique en France, ça c'est la réalité, où il avait l'idée de revenir sur la loi 1905, ça aussi, c'est vrai. Et là, depuis en fait l'attentat de la préfecture de police, il a redit qu'il condamnait l'hydre islamiste qui est en train de pousser en France. Oui. Je reste un instant sur ce que vous venez de rappeler, à savoir que dans les heures qui suivent ou les jours qui suivent Charlie, il y a l'hypercachère. Il y a d'ailleurs cette journée un peu folle où l'on poursuit les Kouachi le matin et où l'on assiste à l'hypercachère l'après-midi. Il y a une immense difficulté à ce moment-là d'un certain nombre de mes confrères et consoeurs de presse, mais aussi des voix de l'autorité publique, à qualifier d'antisémite ce qui se passe. On dit un grand magasin, une grande surface près de la porte 2, mais on a des grandes difficultés à prononcer les mots. Alors, je suis médecin. Là où vous gagnez sur la maladie, c'est quand vous commencez à prononcer les mots. C'est 50% du traitement, c'est de dire, voilà, on sait quelle est la maladie et on la nomme. C'est un cancer, c'est un infarctus, etc. Si la société ne prononce pas les mots, c'est qu'elle n'a même pas fait la moitié du chemin. Et de dire qu'un attentat islamiste, c'est pas être raciste. Parce que c'est un petit peu facile, à chaque fois que vous dégainez le mot laïcité, de vous faire traiter d'islamophobe. Je ne suis pas raciste, je ne suis pas islamophobe. Mais je n'accepte pas qu'une dictature religieuse prenne la main sur la politique et la démocratie. On va, si vous le voulez bien, continuer ce chemin. Jérôme Jamin,
Prenez le micro. Jérôme, on utilise beaucoup, on vient encore de le faire d'ailleurs depuis hier et depuis même le début de la matinée, le mot populisme. Et à chaque fois, on a une forme de difficulté à définir clairement ce qu'est le populisme. C'est devenu une cible facile. Tous les matins, tous les jours, on a tendance à dire « oui, mais c'est un populiste, c'est du populisme ». Est-ce qu'on est sûr, puisque Patrick vient de dire qu'il faut pouvoir utiliser les bons mots pour qualifier les choses et avancer dans la gestion de la maladie, est-ce qu'on est sûr de savoir ce qu'est le populisme ? Alors, le problème du concept, c'est qu'il fonctionne plus comme une injure que comme un concept. Et c'est vrai que on pourrait dire que ce qui qualifie le plus le populisme, c'est finalement souvent les intentions de celui qui va accuser son adversaire d'être un populiste. Et souvent, c'est dans une perspective assez négative. Maintenant, le mot a une histoire et les mots sont importants. Les mots doivent être utilisés dans leur sens historique et contrairement à ce que certains racontent, ce concept a une longue histoire. On parlait juste avant des États-Unis. Le populisme est presque quelque chose qui apparaît avec la vie politique américaine, avec la Révolution américaine. Donc c'est une vieille histoire. C'est une histoire plus récente en Europe et elle est notamment liée à un certain Le Pen en France qui fait qu'on confond populisme et extrême droite. Pour faire simple, le populisme n'est pas une idéologie. Une idéologie, qu'est-ce que c'est ? C'est un discours puissant sur le monde, c'est des théoriciens, ce sont des doctrines, c'est une littérature, c'est pourquoi j'existe, pourquoi je dois me battre, ce sont des valeurs, ça c'est une idéologie. Le populisme n'est pas une idéologie, c'est une rhétorique extrêmement simpliste qui oppose le peuple aux élites et on va s'arrêter là. Autant dire que c'est extrêmement faible, extrêmement léger, extrêmement fragile. Mais cette rhétorique simplificatrice va se greffer sur des idéologies. Et si elle va à l'extrême droite, derrière le peuple, on aura le peuple ethnique, le peuple racial, le peuple ethnique, le peuple biologique. La société, le corps social, c'est le corps biologique, etc. Puis si vous allez à l'extrême gauche, vous aurez un peuple de travailleurs, un peuple éventuellement d'exploités, un peuple éventuellement d'exploités par le capitalisme. Mais il y a des variantes. Ça peut être aussi un peuple exploité par les capitalistes et par les médias et par les médiacrates. Vous entendez Mélenchon. Et donc, la grande difficulté avec le populisme comme une injure, c'est que des gens très différents, parce que je pense que Jean-Luc Mélenchon n'a rien à voir avec Jean-Marie Le Pen, par exemple, ou hier, Ross Perot ou Jesse Jackson n'ont absolument rien à voir avec Donald Trump, mais tous ont fait un usage intensif de l'opposition peuple-élite en mettant derrière le peuple et derrière l'élite des contenus très différents. D'où la confusion et d'où le fait que finalement aujourd'hui le populisme est une injure. Moi je suis persuadé que le populisme c'est quelque chose qui fait partie de la démocratie. N'oublions pas que la démocratie est un système extrêmement décevant. C'est un des rares systèmes politiques qui permet aux gens de mentir avant les élections, d'être élus et éventuellement de continuer à mentir après sans être sanctionné. Donc on pourrait dire, qu'est-ce que c'est que ça pour un système ? La réponse est simple. Si vous n'aimez pas la démocratie, essayez la dictature. Mais c'est un système très décevant. Et la démocratie décevante a en elle-même notamment cette capacité à faire flotter la valeur vérité, élément fondamental de tout à l'heure. Moi je le vis très très fort à l'université avec des jeunes publics, c'est cette idée qu'on peut désormais même défier la valeur vérité. Mais que finalement c'est une valeur relativisme, vérité, mensonge, semi-mensonge, flux de mensonges sur les réseaux sociaux. La valeur vérité peut flotter. Elle peut flotter précisément parce qu'elle est en démocratie. Dans une dictature, la vérité ne flotte pas. On vous dit qui est le chef, pourquoi il a raison, et celui qui n'est pas d'accord, il termine dans un camp. Donc en démocratie, on peut défier la valeur vérité. Ça fait partie du populisme d'être démagogique, d'accuser des élites, parfois réelles, parfois inventées de toutes pièces. Et donc, je terminerai simplement en disant que ce mot comme injure pose problème, comme concept qui nomme des réalités, il a une histoire et ne doit pas être associé systématiquement à l'extrême droite. Le populisme voyage sur de nombreuses idéologies. Philippe Raxon, lorsque on assiste ces dernières semaines, que ce soit avec Salvini en Italie au moment où il veut provoquer la chute d'un gouvernement à une élection anticipée, que ce soit effectivement aux États-Unis, mais dans d'autres endroits encore, on entend des leaders dire « je vais jouer le peuple contre le Parlement ». Le Parlement est un ensemble plutocrate et le peuple a toujours raison. C'est quoi le peuple ? Alors qu'est-ce que le peuple ? Pardon.
le mot populus qui se trouve dans l'organisation de la République romaine est mis avec le Sénat et le peuple romain. C'est donc à la fois, je dirais, ce qui constitue l'URPS, la cité, et puis, ici, avec le Sénat, son instrument d'organisation politique. Alors, le peuple, on va pas faire l'histoire du terme, mais instinctivement et spontanément, quand je pense au peuple, moi je pense au mot souveraineté. Et la souveraineté du peuple, alors on pourra dire c'est la souveraineté de la nation, c'est à un moment donné de l'histoire, c'est-à-dire en 1789, une formidable victoire. Une formidable victoire qui va permettre l'abolition de l'Ancien Régime, la suppression des ordres, l'émergence sur le terrain politique de la fameuse séparation des pouvoirs de Montesquieu. Et d'ailleurs, peut-être qu'il y a 30 ans, on aurait plus parlé de Voltaire dans une commémoration comme celle-ci. C'est intéressant de voir que c'est Montesquieu qui a, si je puis dire, la faveur des différents intervenants. Et donc, le peuple commence une histoire contemporaine, si je puis dire, avec cette espèce de bonus d'accéder enfin à la possibilité par ce représentant d'avoir une histoire, une action sur la société. Et au fond, la notion de peuple, au XIXe siècle et au XXe siècle, tout le monde va s'en emparer. Tout le monde va s'en emparer dans la gamme politique, le panorama politique. On parlait du beau populisme, c'est le problème de ces mots-là, c'est-à-dire c'est des mots cabossés par l'histoire. Ils ont tellement été traînés sur les chemins rocailleux de l'histoire par tout le monde qu'ils finissent par ne pas signifier, ne plus rien signifier, mais au contraire avoir une multitude de significations. Et parfois je me dis, que ce soit un concept comme populisme, voire peuple, parfois il faut laisser un peu les mots en jachère et ne pas essayer, éventuellement le faire bien sûr, mais interroger, ça c'est plus l'historien qui parle, interroger pourquoi et qui utilise ces mots-là. Donc non pas tant leur définition, mais qui en fait un usage. Et quand on en fait un usage, quand on étudie qui en fait un usage, on a un éclairage sur la notion de représentation. Et la notion de représentation à notre époque, elle est extrêmement importante parce que elle convoque aussi la question de la mémoire et comment, au fond, nous construisons notre rapport à l'autre. Et cette importance-là, je dirais qu'elle a une place décisive aujourd'hui quand les repères sont un peu brouillés. Alors, je ne sais pas si je peux encore dire une chose, mais populisme, peuple, Montesquieu, je crois qu'un enjeu pour la laïcité, un enjeu considérable pour la laïcité, c'est bien entendu la fermeté pour certains principes face au radicalisme et notamment au radicalisme islamiste, mais c'est aussi bien réfléchir au fonctionnement de nos institutions démocratiques et pourquoi est-ce qu'on utilise, on fait appel au peuple pour dénoncer ces institutions aujourd'hui alors qu'elles sont issues d'un même creuset et d'un même moment historique. Merci déjà pour cette mise en perspective. Juan Francesc Panglémen, bonjour. Je vous limiter, ce qui n'est pas très gentil, parce que j'aurais dû faire une carte de visite plus longue en vous présentant tout à l'heure, mais je vous ramenais, au-delà de votre statut d'enseignant, de professeur d'université, à votre animation profonde depuis des décennies que je vous connais de cette fondation Francesc Ferrer i Guardia à Barcelone. Francisco Ferrer, anarchiste, était quelqu'un qui à la fois se méfiait de la violence, mais qui imaginait que la radicalité en soi n'était pas un problème. Alors, mais en même temps, c'est le créateur de l'école moderne, de celle qui doit émanciper. Par rapport aux défis que nous traversons pour l'instant, quel est l'enseignement que Ferrer peut nous donner ? Je pense que les trois époques de Ferrer, les Ferrer républicains, les Ferrer anarchistes et les Ferrer éducateurs, ces 10 dernières années de Ferrer éducateur, qui sont les 10 années que les portent à être assassinés par les militaires en 1909, nous avons une leçon. La leçon de Ferrer, c'est la leçon de l'éducation pour changer le monde, pour avoir le progrès. Il se méfie à la fin de la République, de l'État, de l'organisation, il se méfie même de la révolution, pour dire notre révolution, c'est une école égaux, pour des enfants et pour
pour tous les sexes, pour toutes les classes. Et ça, ces écoles laïques à la Barcelone du commencement du siècle XX nous envoient un très clair message que c'est les valeurs diffusées à l'école qui peuvent nous aider à construire une société meilleure. Vous êtes, personne ne l'ignore dorénavant, Francesc Pont-Clement, un citoyen espagnol, une Espagne césurée par la mémoire. Ces temps-ci, c'est beaucoup re-questionné entre ce que furent les crimes du franquisme, ceux qui veulent faire de l'équivalence entre crimes du franquisme et crimes des républicains. Il y a cette disputation sur la mémoire. Et aussi les populismes. Alors, c'est un mix détonnant. Quelle est la réponse, selon vous, à y apporter? C'est vrai qu'à ce moment, on a récupéré la discussion sur Franco, spécialement sur les cimetières de la Cuillère, après 40 ans qu'il a été à Valle de los Caídos. On a découvert ça comme une question de discussion. Ça devrait être une chose réglée il y a 40 ans. Mais maintenant, c'est non plus un issue important. C'est une excuse pour la discussion politique très, très simple, très Twitter, à faveur ou contre, et le populisme de droite, Vox, une relativement récente expérience politique espagnole, c'est anti-laïque, conservateur, très catholique, a récupéré la figure de Franco comme une évocation mythique, pas comme un programme politique. On ne connaît rien de ce qu'il avait fait, mais on invoque ça comme une façon de diviser la société entre les unes et les autres une autre fois. Et c'est pour ça que la laïcité a ce rôle assez important de dire diverses, mais ensemble, presque tous, parce que c'est très difficile de vivre ensemble avec le populisme de droite, un peu plus facile avec le populisme de gauche, mais de toute façon, je pense que le message, c'est inviter à récupérer le dialogue au Parlement régional, au Parlement estatal, tourner au dialogue, à construire des choses ensemble, parce que maintenant, nous sommes seulement dans une position dans laquelle nous trouvons l'ennemi, mais pas l'adversaire. Ah, ça on engage. Trouver l'ennemi, mais pas l'adversaire. Patrick Pelloux, l'engagement, parce qu'on parle évidemment au départ de Charlie, mais au-delà de Charlie, d'autres encore prônent toujours une forme d'engagement. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui s'engager? Parce que les radicaux vont dire nous sommes désengagés, les populistes pourraient dire nous sommes désengagés. De quel type d'engagement doit-on parler? L'engagement, la première des choses sur l'engagement, c'est pas de rester sur les réseaux sociaux en signant des pétitions et en pensant qu'on fait quelque chose. L'engagement, c'est de participer à la fois dans des partis, pour pas que les partis politiques, quels qu'ils soient, pourvu qu'ils soient démocratiques, et non pas, je rejoins ce que vous avez dit sur les extrêmes, et c'est participer. C'est très important, en fait, de participer. C'est de continuer à faire vivre le savoir. Donc, c'est tout ça, l'engagement. Et l'engagement, c'est surtout de ne pas rester chez soi quand il se passe quelque chose. Alors, c'est quoi ce quelque chose? C'est quand, d'un coup, vous avez la montée du communautarisme qui arrive, quand, d'un coup, vous avez des manifestations contre des attentats, il faut y aller. L'engagement, c'est ça. Il n'y a pas de petit engagement. Il n'y a pas de gens qui seraient à exclure de l'engagement. L'engagement, il est citoyen. L'engagement, évidemment, le premier, c'est d'aller voter quand il y a un acte démocratique. Ce qui est à craindre en France aujourd'hui, c'est la montée d'un parti islamique, d'accord, un parti politique. Et ce qu'on regarde avec beaucoup d'intérêt, c'est de voir dans certaines communes, parce qu'il va y avoir les élections municipales l'année prochaine, c'est de voir qu'il y a ce parti islamique qui veut se présenter pour appliquer probablement des lois de la charia dans certaines communes. Ça va être un réveil assez difficile pour la France s'ils arrivent à conquérir des communes. Hier, Zineb El Razoui, que vous connaissez forcément, Patrick, très bien, nous disait... Et qui est là. Voilà, oui, bien sûr, on la salue. Zineb nous redisait que se serait-il passé si, en 2006, toute la presse, en réponse, avait publié les fameuses caricatures, si en fait...
tout le monde avait pu instamment avoir du courage. Mais évidemment, la réponse, c'est que certaines rédactions ont dit, mais oui, nous ne condamnons pas la publication des caricatures, mais nous, ça ne correspond pas à notre vision des choses. Alors, votre approche? Ouais. C'est des faux culs. Voilà, ça c'est Merci dit. Pour eux. Merci. C'est le fameux oui mais, vous savez. Ah oui, ils ont eu raison de publier les caricatures, mais ça a été tout le monde a oublié, j'avais fait une émission qui s'appelle On n'est pas couché de Ruquier, et puis il y avait Yann Moix, j'avais présenté un bouquin. Et tirez pas sur l'ambulance. Voilà, je tire pas sur l'ambulance, mais le type m'avait quand même dit, mais finalement, dans votre livre, vous parlez de Charb, mais est-ce que Charb ne l'avait pas cherché? D'accord? Tout en faisant un espèce de truc de grand écart en disant je l'ai pas dit, etc. Mais si, il l'avait dit. Bon, non, il y a, je veux dire, les premiers qui seront, si on laisse monter le communautarisme, si on laisse l'islam politique conquérir la France, les premiers qui vont être absolument rayés de la carte, ce seront les journalistes. Et les journalistes, à l'heure actuelle, c'est insupportable quand d'un coup vous avez un attentat comme celui qui vient d'être perpétré à la préfecture de police de Paris, des journalistes qui font tout pour ne pas dire le mot islamiste, d'accord ? On retombe sur ce que je vous disais tout à l'heure, de ne pas nommer le mal, vous ne commencez même pas à le traiter, d'accord ? Ça c'est vraiment très net, d'accord ? Et après, évidemment, ce oui mais conditionne tout. Parce que d'un coup, vous ne parlez pas, en effet, des problèmes. Notamment, vous avez le ministre de l'Éducation nationale, Monsieur Blanquer, qui en septembre, à la veille de la rentrée des classes, a dit « Mon boulot à l'heure actuelle, c'est que toutes les petites filles qu'on empêche d'aller à l'école dans certains quartiers puissent aller à l'école. » J'ai trouvé que c'était un acte de laïcité, un acte vraiment de ministre d'État qui était important. Il s'est fait étrié par certains journalistes en disant mais il est évidemment raciste, la tarte à la crème, il est raciste, mais qu'est-ce qu'il dit, mais c'est faux. Non, il faut, ceux qui disent ça, je les engage à aller dans certains quartiers où même les véhicules de pompiers et de SAMU sont empêchés maintenant de rentrer. C'est la réalité. Et évidemment, pour revenir à votre première question et faire très court, ce que je voulais vous dire vraiment là, c'est que l'un des combats qui se joue à l'heure actuelle, c'est le combat sur la santé. C'est-à-dire qu'en fait, les communautaristes religieux, sur la fin de vie, la procréation et l'IVG, ils sont vent debout. Et que l'un des trucs qui tient la religion, c'est à chaque fois sa main sur la santé. Et donc là, à l'heure actuelle, c'est vraiment quelque chose de très grave, notamment en France, où vous avez des associations musulmanes qui essayent de prendre la main sur, sur un certain pan de la médecine, et notamment ils se battent pour avoir l'autorisation du port du voile dans les hôpitaux. Alors que là, il y a vraiment, c'est interdit, le signe de tous les signes ostentatoires, mais il y a un combat qui a lieu à l'heure actuelle. Jérôme Jamin, voilà, Patrick Pelloux vient de nous dire il y a un combat, enfin c'est un propos très offensif, vent debout. Est-ce que donc la laïcité, selon vous, mais plus largement la société, doit être donc vent debout, arc-bouter sur ces institutions, mais quitter son propos un peu classique, peut-être un peu balancé, et être plus offensive? Alors, quand on voit la force de ces principes, quand on voit comment on peut les mettre ensemble, les faire fonctionner, les faire rayonner, je serais tenté de dire qu'on pourrait faire beaucoup plus. Mais on est dans un espace public, ça a été dit dans le dialogue de tout à l'heure, qui est en train d'exploser. La colonne vertébrale unique, j'ose espérer que la majorité de la population est encore plus ou moins rattachée à cette colonne vertébrale unique, mais il y a des mini-mondes qui partent dans toutes les directions, et donc c'est assez facile de dire que les laïcs, ce n'est jamais qu'un petit monde parmi d'autres, et que ça ne peut pas être un monde fondateur. Donc, mais je me dis que le combat laïque a quand même pour lui des arguments hyper puissants. C'est plus compliqué pour ceux qui défendent des dogmes. C'est peut-être plus séduisant, parce que quand on est dans l'incertitude, l'indétermination et que le sens flotte,
Je peux comprendre qu'on préfère quelqu'un qui vous promette du sens bétonné et du sens clôturé, indiscutable, c'est plus rassurant humainement, que de recevoir quelqu'un qui vous dit, écoute, bon, la vérité, on va discuter, le sens, on va discuter, les fondements, on va discuter. De toute façon, on peut discuter de tout avec des outils, avec une méthode. Ben, celui qui est angoissé, il sera peut-être encore plus angoissé après, en ayant ce genre de discussion. Donc, le combat est difficile. Je voudrais juste ajouter, par rapport à la notion de l'engagement, que on parlait à l'instant de la participation, je rejoins tout à fait ce que mon collègue a dit, mais je voudrais ne pas apparaître comme un imposteur, dans la mesure où moi je ne manifeste quasiment jamais. Je me vois mal dire aux gens, il faut manifester. Et donc, mais par contre, je me sens engagé parce que je me dis, parce que j'essaie d'être engagé là où j'ai l'impression que j'ai des qualités, j'ai bien dit j'ai l'impression, et notamment pour moi, l'engagement, c'est évidemment de la participation, mais c'est pas spécialement mon fort. Personnellement, moi, l'engagement, c'est me battre pour que les gens restent raccrochés à cette colonne vertébrale commune. Les théoriciens du complot, ceux qui doutent de tout sans être dans les théories du complot, en fait, le problème, c'est qu'on ne sait même plus, ça a été dit tantôt, si jamais on parle de faits, ils vont même vous dire que vos faits sont faux, soit parce que les médias sont des manipulateurs, soit parce que ça vient d'universités soupçonnées d'être trop à droite, trop à gauche, trop proche du pouvoir, que sais-je encore. Moi, mon engagement, c'est de partout où je croise quelqu'un qui n'a presque plus aucun lien avec la colonne vertébrale unique. Quand je parle de la colonne vertébrale unique, c'est simplement le goût pour la raison, le goût pour une méthode, le goût pour la vérité, considérer que la vérité, c'est mieux que le mensonge. C'est un choix, on pourrait décider. Bon. Et donc, à ce titre, que ce soit à l'université, dans les écoles, du secondaire, dans la rue, n'importe où, quand je vois que quelqu'un risque de quitter cette colonne, j'essaye de lui montrer qu'en fait, on a tout intérêt, ensemble, à essayer de se mettre d'accord sur la vérité. Mais il faut arriver à persuader ces gens que ce n'est pas une arnaque et que je ne suis pas simplement un monde laïque contre un autre monde. Jean-François Sponclemente, l'enseignant, mais riche aussi, donc on le rappelle, de la pensée de Ferrer, qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce que vous dites à vos jeunes étudiants pour qu'ils, non seulement ils vous écoutent, mais pour qu'ils adhèrent, s'engagent, discutent dans le sens où nous souhaiterions qu'ils soient des êtres émancipés, capables de discuter, de raisonner. Qu'est-ce que vous leur dites aujourd'hui ? Permets-moi d'évoquer une chose que nous avons dit, de trouver la colonne, la colonne commune. On ne peut pas trouver la colonne commune si on habite dans des quartiers séparés. Alors il faudrait imaginer un urbanisme laïque dans lequel la diversité deviendrait une caractéristique de chaque quartier, non une différence entre un quartier et l'autre, dans lequel on se trouve qu'on est égaux à les autres parce qu'il est exactement égaux, on ne trouve jamais les autres. Il faut essayer de les trouver. Où nous trouvons, où se trouve tout le monde ? À l'université. Peut-être on arrive à l'université, on n'a jamais vu une personne d'une autre religion, on n'a jamais parlé. Et dans mon cours, on se trouve très peu de juifs, mais des musulmans, des chrétiens, des athées, des humanistes. On se trouve par la première fois à l'université. Et alors, il y a le risque de prolonger ce communautarisme. On se trouve dans des coins séparés du bar. Et cette année, ça a été la première fois que j'ai vu que des filles avec les voiles, des filles sans voile, on parle tous sur la question de mon métier, c'est le droit fiscal, mais c'est différent. Est-ce que des gens qui viennent de groupes et de religions différentes commencent à se parler? Et je pense que l'université a cette opportunité. On peut le faire bien ou mal, on peut garder les divisions. Et ici, l'histoire de la laïcité comme émancipation permet d'envoyer ce message. La laïcité, c'est pas seulement vivre ensemble, c'est la capacité d'avoir liberté et conscience. Et alors, quand on peut dériver de l'interprétation de la Constitution espagnole, que c'est pas seulement l'unité et l'autonomie, mais aussi la laïcité conçue pas comme une confession ou une option, mais comme un principe organisateur, ça, c'est une occasion, une opportunité que les gens peuvent commencer à comprendre la religion, l'appartenance à une communauté comme quelque chose qui peut les limiter et que les rapports avec les autres peut être en voie d'émancipation, en voie de liberté.
Philippe Raxon, on aurait pu imaginer qu'à cette fameuse question du vivre ensemble, qui vient d'être évoquée, la notion de citoyenneté, depuis 1789 et tout le travail qui a été fait au cours des ans et des décennies, de chaque côté d'ailleurs des hémisphères et de l'Atlantique, on aurait pu imaginer que la citoyenneté était la réponse. Ça semble un peu coincé. Alors, ça semble un peu coincé, mais la citoyenneté reste la réponse. C'est-à-dire la citoyenneté dans un système démocratique comme le nôtre, c'est aussi sans cesse être attentif au fonctionnement des pouvoirs. Parce qu'on évoque toujours Montesquieu pour dire la séparation des pouvoirs, mais il y a une dimension qu'on évoque moins, c'est que dans cette société-là, le pouvoir législatif est supérieur au pouvoir exécutif. Et la supériorité du pouvoir législatif, dès qu'il y a des assemblées élues, c'est ce sur quoi le citoyen doit veiller absolument. Ce qui induit aussi de pister et de suivre le fonctionnement des institutions. Et en aucun cas, on sauve la liberté en renforçant le pouvoir exécutif. Robespierre, en fait, paradoxalement, le disait déjà. Pour sauver la liberté, ce n'est pas renforcer le pouvoir exécutif, c'est renforcer le pouvoir législatif. Et ça me semble une donnée fondamentale. C'est revenir à la question de savoir, puisque je suis un citoyen et que je vote, j'envoie des représentants, nous sommes dans une démocratie représentative, j'envoie davantage des représentants que des membres d'un parti, parce qu'il y a un mot qu'on n'a pas prononcé dans la problématique ici, c'est la particratie. Qui est un thème en soi, c'est-à-dire la place que prennent les partis politiques et en particulier les présidents de partis dans nos sociétés, notamment au moment de la formation des gouvernements. C'est un thème extrêmement intéressant puisque le constitutionnalisme à l'origine ne prévoit pas l'existence de partis. Il y a des tendances, mais l'existence de partis n'est pas par ceux qui ont fondé les systèmes constitutionnels, ils n'ont pas commencé par fonder des partis. Ils étaient les représentants de la nation. Bref, pour moi, je pense que là, il y a un engagement militant qui est extrêmement important, qui n'est pas très sexy, en réalité, qui n'est pas très, comment dirais-je, imagé, mais qui est absolument fondamental. Si nous envoyons des gens dans des assemblées pour faire les lois, eh bien, à la fois, on doit les respecter, on doit les surveiller. Donc voilà, l'engagement citoyen, il n'a pas perdu de sa valeur et de sa saveur, parce que, outre la réflexion sur le fonctionnement interne de la démocratie, c'est vrai, on l'a rappelé, la démocratie est menacée de toutes parts et en permanence. En histoire, rien n'est jamais figé. Il n'y a jamais de moment, il n'y a jamais de temps mort en histoire. Ce qui existe peut disparaître. C'est pour ça que le paradoxe, c'est qu'on utilise le mot institution pour les fondements des sociétés. Le mot institution renvoie à quelque chose d'immuable ou qui ne change pas. Et en réalité, l'histoire fait que tout change tout le temps. Et donc, par conséquent, les citoyens dans une démocratie, ils doivent être sur le qui-vive. Sur le qui-vive par rapport à ce qui agresse la démocratie. Et donc là, j'ai parlé du mot à mettre en jachère, le mot populisme à mettre en jachère, mais c'est de savoir, au fond, comment ceux qui critiquent les institutions démocratiques, ce qu'ils veulent, si je puis dire, en termes d'arrière-pensée. Comme disait Napoléon, l'important, ce n'est pas ce que pense un homme, c'est son arrière-pensée. Et j'ai réussi à citer Napoléon dans ce débat. Mais donc, blague à part, ça veut dire aussi que engagement, populisme, il faut parfois aussi se demander ce qui désespère le citoyen, ce qui le désespère au point qu'il ne se mobilise plus. Et ce n'est sûrement pas un rejet du politique, c'est peut-être parfois même une déception parce qu'il ne sait plus par où prendre le politique. Par où lui tirer la queue, si je puis dire. Et on peut faire des analyses. Je m'arrêterai là, mais il y a un thème qui est extrêmement intéressant, qui est extrêmement mobilisateur et qui provoque des révolutions. C'est la question de la fiscalité. À partir du moment où une cité, ou un groupe humain, ou une population a un sentiment d'injustice au niveau de la fiscalité, vous êtes aux portes d'une révolution. Question solide à engranger également. Je reviens vers vous, Patrick.
Je me souviens évidemment, comme journaliste, de ces moments terribles, et je vous ai eu en ligne d'ailleurs à ce moment-là, comme beaucoup de mes confrères, vous avez été hyper sollicités, et on vous a demandé, et donc je vous demande de m'en excuser par avance parce qu'on va recommencer, je vous ai demandé de nous parler de ce que vous aviez vu ce jour fatidique de l'assassinat à Charlie, parce que vous étiez parmi les premiers à arriver sur place aussi. Non pas parce qu'il faudrait aujourd'hui faire du voyeurisme, mais parce que, est-ce que c'est en racontant réellement l'horreur de ce qui se passe que la société commençant à leur apprendre peur, elle se mobilise? Ça n'a pas... en fait, ça a été tellement raconté que ça serait une redite, mais en fait, l'importance, vous avez raison, c'est de le raconter. C'est-à-dire, il y a plein de livres qui ont été faits, on a tous raconté... et encore récemment, ce qui s'est passé sur place. Mais ce qui serait intéressant, c'est que, en effet, ça soit la même chose que des gens écrivent ce qui s'est passé à l'Hypercacher, à l'église Saint-Étienne du Rouvray. Il y a eu des livres qui ont été faits, notamment Vous n'aurez pas ma haine, au moment de des attentats du 13 novembre 2015, dont celui du Bataclan. Et du 14 juillet. Parce qu'en fait, il ne faut pas oublier. Et l'intéressant, c'est les écrits, parce qu'en effet, ce qui a été dit au débat précédent, il y a l'immédiateté de cette époque où on a l'impression qu'on fait des choses parce qu'on fait un tweet. En fait, on ne fait rien parce qu'un tweet est oublié le soir même. Et c'est vrai c'est intéressant de voir qu'il y a une remise en cause du savoir, ce qui est absolument affligeant. Et il faut, justement, si élite il y a, il faut que les élites se bougent et soient accessibles et justement arrivent à reconquérir du terrain. Il ne faut pas se laisser faire. En fait, il ne faut pas se laisser faire. D'accord ? C'est ça qui est important. Je crois il faut aimer les peuples et avoir peur des foules. Or, à l'heure actuelle, on a l'impression que c'est les foules qui font le jeu. Et bien ça, c'est pas possible. Parce qu'il faut que ça soit la démocratie. Et en effet, raconter ce qui s'est passé, il faut le lire, il faut ne pas l'oublier, parce qu'à chaque fois qu'il y a un attentat, c'est fait pour fracturer la société. Il ne faut pas se fracturer. C'est fait pour nous monter les uns contre les autres. C'est pour ça que quand ils égorgent un prêtre dans une église, en fait, je pense que ce que voulaient les islamistes derrière, c'était de monter les catholiques contre les... C'est ça dont ils rêvent. C'est ça le néant, en fait. Et ce qu'il y a de formidable, parce qu'il faut quand même être optimiste, parce que sinon, là, je vais faire des ordonnances d'antidépresseurs à la fin. Et comme il y a beaucoup de monde, j'en aurais jamais. Il faut toujours avoir un médecin dans la salle. Voilà. Non, ce que je crois, moi, je suis quand même optimiste, parce que justement, ça tient. Les démocraties tiennent, mine de rien. On arrive à combattre par les idées ce qui se passe. Je pense qu'on est dans la queue de la comète de l'obscurantisme religieux. On les empêchera jamais de croire en ce qu'ils veulent, quel que soit leur Dieu, mais il ne faut pas qu'ils nous empêchent de penser et de vivre. Et c'est ça qui est important. On engrange. Jérôme Jamin, Patrick Pelloux vient de rappeler le titre de ce livre, hein, Vous n'aurez pas ma haine. La haine, je dis non. Une des organisations constitutives, d'ailleurs, du Centre d'action laïque, le Centre communautaire laïque juif, qui est en soi d'ailleurs une forme particulièrement rare et exceptionnelle mondialement de l'organisation juive autour du référent culturel et non pas cultuel. La haine, je dis non. Est-ce que c'est effectivement les territoires de la mémoire, toutes ces associations constitutives? Est-ce que c'est une part de la réponse plus que jamais? Oui, dans la mesure où, quand on dit la haine, je dis non, c'est en fait refuser une pulsion irrationnelle. Donc je pense que ça s'inscrit totalement dans le cadre laïque, et c'est pas un hasard si certaines associations, dont celle que j'ai la chance de présider, les territoires de la mémoire, soient dans ce cadre laïque, parce que le cadre laïque fournit la matrice du libre examen, la matrice de la fameuse méthode, le choix de l'échange et de la rationalité et de la discussion autour de certains faits pour établir certaines vérités.
Et cette matrice, c'est le point de départ pour ensuite s'attaquer à des dossiers plus ciblés. En l'occurrence, les territoires de la mémoire utilise le passé pour combattre, organiser des combats plus contemporains, notamment par rapport au racisme, à la xénophobie, etc., à l'antisémitisme, etc. Et donc, ça me paraît totalement cohérent. J'ajouterais simplement que la difficulté dans le slogan « la haine », je dis non, c'est que la haine, c'est quelque chose d'irrationnel, et quand les gens ont peur, quand les gens ont très peur, quand ils sont angoissés, et il y a beaucoup de raisons pour être angoissés, la haine est une réponse parmi d'autres qui existe depuis toujours, qui est très humaine, très physiologique, très psychologique, très psychiatrique, et amener des arguments et de la rationalité, de la lecture, du débat et de l'échange face à quelqu'un qui en est arrivé au stade de la haine, je ne dirais pas que c'est impossible, mais c'est beaucoup plus compliqué que celui que vous attrapez dans un bar, qui est encore un petit peu assis sur la colonne vertébrale, avec qui, en disant « le verre tombe », est-ce qu'il est tombé ? Oui, bon, on est déjà d'accord là-dessus, le verre vient de tomber, on a un fait commun. Et puis après, on reconstruit le monde, par respect pour l'autre, en disant « je ne viens pas avec ma vérité, on va la construire ensemble ». Mais si celui qui est devant vous est prêt à vous mettre une pêche dans la figure et qui vous déteste parce qu'il vous dit ça m'est jamais arrivé heureusement, hein, mais je sais pas, il pourrait me dire espèce de salopard avec ton association bidon, tu protèges les juifs, tu protèges je ne sais pas quoi. Là, je suis pas sûr que j'ai envie de dire asseyez-vous, on va essayer de trouver une colonne vertébrale. J'aurais envie soit de me défendre, soit de partir. Je voudrais, Jean-Francis Ponclemen, parce que le temps passe et qu'on va bientôt enchaîner, que l'on revienne évidemment aussi à cette figure de Ferrer. Est-ce que c'est une mémoire vive ? On le rappelle, hein, il tombe sous les balles le 13 octobre, on y est, on est à la veille. Le 13 octobre 1909, sous les balles à la fois d'un tribunal, j'ose dire, ecclésiastique et monarchique, accusé de faits de terrorisme alors qu'il n'y est pas mêlé, terrorisme anarchiste. Est-ce que toute cette mémoire aujourd'hui, plus toute celle que vous évoquiez tout à l'heure pour votre pays, mais est-ce que toute cette mémoire aujourd'hui est suffisamment redécortiquée, remise en lumière, parce que les temps troubles, on en a connu beaucoup, à l'époque il y en avait également. Est-ce qu'il y a des leçons à tirer encore pour aujourd'hui de cette mémoire ? Oui, on avait oublié Ferrer pendant les 40 ans de franquisme, et même le mouvement de rénovation pédagogique ne parlait plus de lui. Ça a été en 90 que nous avons récupéré la mémoire de Ferrer en l'apprenant de la mémoire de Ferrer à Bruxelles. Et c'est quand nous avons demandé, la mairie de Barcelone avait demandé en 1931 l'original des statuts de Bruxelles. En 90, nous avons demandé une copie. Et cette copie a été faite d'une façon très, très, très rapide. Et maintenant, c'est à la montagne de Montjuïc, à côté des stades, pas loin des stades olympiques, à côté du château de Montjuïc où Ferrer était assassiné. Et la Fondation garde son mémoire. Et la Fondation, c'est l'organisation parapluie de tous les mouvements laïcs en Espagne. Alors, c'est la figure de Ferrer qui nous rassemble dans ces combats laïcs. Ce n'est pas un combat facile en Espagne. En premier lieu, pour les faire comprendre qu'est-ce que c'est la laïcité. En deuxième lieu, pour faire comprendre que ce n'est pas de brûler les églises une autre fois. Sinon d'apporter un élément essentiel au vivre ensemble en paix. Ferrer, aujourd'hui, a adopté un rôle central dans le débat social. L'ancien avenir de Marquis de Comillas, qui était un jésuite qui a fondé une université de l'Église au nord de l'Espagne, a été substitué par le nom de l'avenir Francisco Ferrer. Et ça, c'est seulement un symbole de cette récupération de la figure de Ferrer. Même la famille de Ferrer qui avait disparu par la peur. La peur, c'est un élément politique très important dans la situation du monde et dans la situation de l'Espagne. Et la peur nous paralyse. La famille de Ferrer a perdu la peur. Et maintenant, on trouve des descendants de Ferrer par ici, par là. On vient nous voir à la Fondation, on a récupéré beaucoup de livres.
qui ont été gardés pendant 80 ans de la bibliothèque de Ferrer et de son frère. Et ce sont des symboles très importants de la récupération de la liberté et de la liberté de conscience en Espagne. Yves Raxan, le mot de clôture, votre assignation au réseau des mouvements laïcs pour demain, c'est quoi? Alors, bon, par définition, chacun y vient, si je puis dire, en apportant sa besace. C'est une auberge espagnole aussi, le mouvement laïque. Quelque part, ça doit le rester. Mais je pensais à une chose en vous écoutant, je pensais aux Territorios de la Memoria, qui existent aussi depuis peu en Espagne. Je pensais que tous les pays et tous les peuples travaillent leur mémoire à un rythme différent parce qu'il y a beaucoup d'obstacles. Et Dieu sait si en Espagne, il y en a beaucoup, et encore maintenant, par rapport au franquisme. Je me dis qu'une décision comme celle de l'Europe concernant les crimes du communisme ne va pas vous faciliter la vie dans la dénonciation du franquisme. Et donc je me dis aussi que dans cette aventure laïque et dans cette maison se trouve à la fois le centre d'action laïque, les territoires de la mémoire, bref, quelque chose qui va aussi qui va de pair. Quelque chose qui va de pair. Vous me demandez mon avis à moi et mon parcours. Et donc, c'est de savoir que la laïcité travaille et réfléchit à la question de la mémoire, mais de manière intelligente. Pas en brandissant une mémoire nécessairement contre une autre, en laissant aussi la mémoire comme un objet de réflexion, parce que ça fait partie, je l'ai dit tout à l'heure, des représentations qu'on se fait de soi et des autres. Et quand on commence à réfléchir, par exemple, sur la haine, comme vous avez évoqué, la haine n'est pas efficace. Dès qu'on réfléchit un peu de manière rationnelle, ce qui est efficace, c'est la capacité d'anticiper et de travailler donc sur base de cette capacité d'anticiper. Et la haine n'a jamais sa place quand on commence à vraiment réfléchir sur ce qu'on veut dans l'avenir. La haine disparaît. Elle disparaît. Et si évidemment on fait confiance à sa raison, puisque on est quand même dans un modèle qui est rationnel, et le combat entre le rationnel et l'irrationnel, il est à mort. Il faut bien le savoir. Il n'y a pas de paix possible. Il n'y a pas ni de fraternisation, ni de paix, ni de pause. C'est ou l'irrationnel ou le rationnel qui gagne. Il n'y a pas de milieu. Merci à chacun d'entre vous pour ces messages, pour ces missions, et puis pour ces gages de réflexion que vous nous avez donnés. Merci.